Ah d'accord, bien, on va commencer. Donc, je vais introduire donc le conférencier Cédric Roche. Donc, Cédric Roche, comme indiqué, travaille à Nomadic Labs. C'est une société de R&D nouvelle qui se qualifie par trois mots clés qui sont logiciel décentralisé, distribué et vérifié formellement. Je répète, décentralisé, distribué, vérifié formellement. En d'autres termes, ça qualifie en partie ce qu'est la blockchain, qui va être l'objet de cette conférence. Et donc, Cédric a un rôle d'adoption manager dans cette société, qui est composée depuis donc, sa création de docteurs, d'ingénieurs. Donc, c'est vraiment une société de recherche et développement. Elle est couplée à, on va dire, une plateforme qui s'appelle Tezos. Donc, Tezos est très intéressant, ça va vous être expliqué. On va dire que ça préfigure les nouvelles générations de blockchain. Ça devient assez intéressant, notamment pour un des enjeux qui me concerne particulièrement, qui est celui de la consommation d'énergie. Les blockchains sont vraiment, offrent un certain nombre d'avantages, mais on l'a vu avec le Bitcoin, eh bien avec les algorithmes utilisés, avec les protocoles de vérification, de consensus, tout ça est énergivore. C'est même catastrophique si on rend ça à l'échelle mondiale. Mais bon, c'est le début d'une aventure. Voilà, la blockchain, on a bien compris que c'est un système donc décentralisé, ça veut dire sans autorité centrale. On peut imaginer ce que sont des sociétés comme les nôtres, hein, des démocraties, avec un pilotage central pour beaucoup d'applications. Je vais en citer une qui va vous concerner dans quelques mois, votre diplôme. Votre diplôme, c'est l'État, donc c'est vraiment central. L'État fournit le papier, il faut l'acheter même. C'est le papier de l'imprimerie nationale. Et puis il faut signer. Il faut signer au niveau de l'école, au niveau de l'université. Donc voilà, il y a un protocole assez lourd. En même temps, si on utilise une blockchain, ce que font certaines écoles déjà, et certaines universités comme à Lille, avec une société qui s'appelle BC Diploma, eh bien vos diplômes dans ces établissements sont dans une blockchain. C'est-à-dire que vous avez votre diplôme à vie avec un lien dans la langue que vous souhaitez. Et évidemment, en cas de perte, c'est quand même pratique puisque vous le retrouvez toujours. Voilà. Il ne faut surtout pas perdre son diplôme papier parce que c'est très compliqué pour faire un duplicateur de diplôme en France. Voilà un exemple de rupture qui va vous concerner. Et puis, ce n'est pas suffisant parce que vous allez aussi apprendre, vous avez peut-être envie de compléter vos diplômes par d'autres formations, etc., etc. Donc, en quoi la blockchain peut répondre. Je vais prendre d'autres exemples. Le métier d'assureur, le métier de banquier. Prenons le cas des banques. Eh bien, vos parents étaient dans une banque, faisaient des chèques. Aujourd'hui, l'argent, il est quand même numérisé. Vous avez des banques qui sont des banques sans établissement, donc virtualisées, mais ce sont toujours des banques. Vous pouvez aussi envisager donc des possibilités d'échange, puisque on va considérer que la blockchain, c'est non seulement la transmission d'informations, mais surtout la transmission de valeurs. Donc comment on peut transmettre, voilà, quels sont les protocoles, donc chaîne de blocs, comment on construit des blocs, comment on rend cela fiable, parce que c'est quand même aussi des vraies questions, et tous ces enjeux eh bien, vont évidemment bousculer les métiers d'aujourd'hui et nos pratiques. Donc c'était important d'anticiper avec un spécialiste. Je voudrais, avant de donner la parole à Cédric, remercier donc nos collègues qui l'ont invité, parce que c'est un petit monde, François Mirabel, Arnaud Casteltor. Voilà, donc j'oublie personne, c'est bon. Voilà, donc Lionel Torres, le directeur, bien sûr. Et voilà, écoute, tu as carte blanche pour nous convaincre de l'intérêt de ce que fait Nomadic Labs. Merci beaucoup pour l'introduction et bonjour à tous. Et je remercie une seconde fois du coup Arnaud et François pour cette invitation. Et effectivement, c'est des échanges et des discussions qui émanent de longue date. Pour faire simple et pour vous expliquer un peu moi mon background, ce que je fais et pourquoi j'en suis arrivé à travailler pour Nomadic Lab. J'étais consultant dans une boîte qui faisait de la stratégie digitale pour des gros groupes jusqu'en 2020, jusqu'au Covid. C'était des missions que je trouvais de moins en moins intéressantes et je me suis beaucoup intéressé à la techno blockchain durant la période Covid. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était une technologie et même un écosystème qui était en pleine expansion à ce moment-là.
Et je me suis rendu compte tout simplement qu'il y avait pas mal de possibilités diverses et variées dans le monde professionnel là-dedans, et qu'il y avait même des spécialistes dans ce domaine-là, même en France, alors qu'on pense de suite à des systèmes qui sont décentralisés, où on ne sait pas forcément qui sont derrière ces protocoles-là. Et pour le coup, Nomadic Labs est l'un d'entre eux, et à savoir que, je rentrerai plus en détail par la suite là-dessus, mais Nomadic Lab développe la R&D du protocole Tezos à 90%, donc c'est vraiment une entité forte. Et le but aussi de cette conférence, c'est qu'elle ne va pas se tenir seulement sur aujourd'hui, c'est que derrière il va y avoir une continuité, je vais vous le présenter ensuite, parce qu'on va mettre en place un module de training qui va vous permettre en fait de pouvoir avoir accès à une plateforme pour développer vos propres smart contracts et pour vous former sur la blockchain Tezos. Et je vais vous expliquer ça dans un second temps. Mais le but aujourd'hui du coup c'est de vous le présenter. Je ne connais pas effectivement le niveau de connaissance ou d'appétence sur ces sujets-là de l'ensemble des personnes qui sont ici, mais en tout cas je vous remercie d'être aussi nombreux. Et du coup c'est de revoir un peu les bases de la blockchain, ce que c'est, comment ça fonctionne, quel type de cas d'usage on peut avoir, plus spécifiquement aussi sur Tezos, et comment nous on travaille, et les besoins qu'on a à l'heure actuelle. Donc pour commencer, peut-être pour se rendre compte, on en a cité un tout à l'heure, à quoi sert la blockchain à l'heure actuelle, quels types de cas d'usage sont adressés, c'est pas exhaustif, mais tout simplement le premier cas d'usage blockchain et qui est le plus connu à l'heure actuelle et que vous devez quand même, je pense, au moins de nom tous connaître, c'est le fameux Bitcoin qui était la première crypto-monnaie qui a été lancée en 2009 par un certain Satoshi Nakamoto ou un groupe de personnes dont on ne connaît pas vraiment l'existence à date. Et qui permettait en fait de faire de l'échange de valeurs décentralisé. Concrètement, on n'avait plus besoin d'avoir une entité centrale, une banque, une institution financière pour pouvoir échanger de la valeur et de la monnaie. Il y a d'autres sujets qui sont permis par la blockchain, notamment la traçabilité des données, parce que c'est un registre qui permet d'échanger de l'information de façon publique. La certification, on en a un petit peu parlé, ça peut être pour des diplômes, mais ça peut être aussi pour certifier une preuve de propriété. Il y a peut-être un jeu que vous connaissez aussi qui s'appelle Sorare, où il y a de plus en plus de jeux dans le domaine des NFT qui permettent, grâce à cette technologie NFT, de prouver qu'on est le détenteur d'un asset, et généralement d'un asset digital. Il y a des sujets aussi autour de la décentralisation de l'identité, notamment avec l'essor des GAFA qu'ont eu ces 10 dernières années. On se rend compte que c'est des sujets sociétaux très importants et que c'est intéressant de voir dans quelle mesure on peut reprendre la possession de ses propres données, notamment quand on utilise le web et Internet. Et enfin, les deux derniers qui sont vraiment plus propres à l'écosystème qu'on va appeler l'écosystème Web3, blockchain, c'est la finance décentralisée qui va permettre de pouvoir faire des échanges de valeurs, mais plus complexes. Ça ne va pas être seulement un échange de Bitcoin, un échange de n'importe quel token, mais ça va permettre de pouvoir prêter de l'argent, emprunter de l'argent, pouvoir mettre en place des pools de liquidité. Ça va mettre en place des instruments financiers qui vont être possiblement utilisés sans qu'on passe par des institutions financières. Et tout simplement, on va pouvoir donc emprunter de l'argent, utiliser des primitives financières qu'on ne pouvait pas faire ou auxquelles certaines personnes n'avaient pas accès parce qu'il fallait détenir un certain nombre de fonds, avoir accès à des banques privées, c'est compliqué et tout le monde n'y a pas accès. Et le dernier point, du coup, c'est les DAO, Decentralized Autonomous Organization. Tout simplement, en fait, c'est la décentralisation des notions de gouvernance qui vont être possibles grâce à la technologie blockchain. Et tout simplement, c'est la mise en place de nouvelles typologies de gouvernance qui ne vont pas être centralisées. Et vous avez des protocoles à l'heure actuelle. Tezos, c'est un bon exemple parce qu'à lui-même, c'est aussi une DAO. Mais il y a des DAO qui sont, par exemple, des protocoles de DeFi, des Uniswap, des MakerDAO, qui sont des protocoles qui permettent de faire de l'emprunt d'actifs crypto. Mais même, il y a des DAO qui commencent à se lancer dans le domaine de l'art, dans le domaine de la musique, pour pouvoir effectivement adapter une gouvernance un peu nouvelle et redonner le pouvoir aussi à l'utilisateur. Donc voilà un peu la typologie de cas d'usage qu'on a sur la blockchain, mais il y en a encore une diversité, j'en ai ciblé un certain nombre, mais il y a encore plein de choses à faire et on est encore dans une phase vraiment de maturation, donc il y a encore plein de choses à explorer. Pour faire un bref recap de ce que c'est la technologie blockchain, tout simplement la technologie blockchain c'est un registre de données, et en fait sur la blockchain, ces fameuses données, elles sont échangées par le biais de transactions, tout simplement parce qu'on appelle ça des transactions, parce que pour chaque donnée qui va être échangée sur une blockchain publique, il va falloir rémunérer quelqu'un qui sécurise la blockchain. Sur Bitcoin, on les appelle les mineurs. Sur Ethereum, on les appelait les mineurs, maintenant ça s'appelle les validateurs. Et sur Tezos, ça s'appelle les bakers. Je vous en parlerai plus en détail ensuite. Et du coup, ce registre, il permet en fait de pouvoir échanger des assets de pair à pair et sans avoir besoin d'avoir l'autorisation de qui que ce soit. Et ça permet effectivement de pouvoir s'abstenir tout ce qu'on appelle les tierces parties, les third parties, les banques, les institutions publiques, ce genre de choses.
Alors les éléments qui sont intéressants à prendre en considération quand on parle de blockchain, et là je vais parler de blockchain public parce qu'il y a d'autres typologies de blockchain ou de registres distribués qui peuvent être plus apparentés à au final des bases de données plus privées. Là je parle vraiment d'une blockchain publique type Tezos, Ethereum, Bitcoin notamment. Du coup, dans un premier temps, il faut qu'elle soit open. En fait, une blockchain, elle est ouverte à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir une autorisation pour pouvoir accéder à ce registre-là. Et on n'a pas besoin de demander à une institution, à qui que ce soit, pour pouvoir accéder à la blockchain. Et pour pouvoir surtout interagir avec elle. Le second point, c'est borderless, donc sans frontières, vu que le registre en fait, utilise la technologie au travers d'Internet. Tout simplement, on ne peut pas en fait obstruer ou mettre en place des frontières. Donc qu'on soit au Mali, en Amérique du Sud, aux États-Unis, on peut échanger de la valeur à n'importe quel instant et à n'importe quel moment, parce que la blockchain, elle ne s'arrête pas, elle tourne 24/24 et 7 jours sur 7. Ensuite, censorship résistante, ce qui est intéressant, c'est que vu qu'on parle de registres distribués, décentralisés, les entités qui sécurisent ces blockchains-là, les blockchains qu'on appelle des nœuds, tout simplement, eux, ils sont répartis partout dans le globe. Sur Bitcoin, on doit en avoir 10 000, sur Tezos, on doit en avoir autour de 400. Donc en fait, la surface d'attaque pour quelqu'un qui souhaiterait censurer une blockchain, elle est très compliquée à atteindre et généralement, c'est pas très intéressant pour lui, que ce soit financier ou sur le plan, enfin, ça va être vraiment très compliqué. La surface d'attaque est beaucoup trop grande par rapport à un système qui serait centralisé, des data centers qu'on pourra avoir notamment chez Google ou chez Amazon par exemple. Neutre, c'est assez lié à l'aspect open dans le sens où la blockchain aussi, elle ne va pas vous demander votre âge, elle ne va pas vous demander d'où vous venez, votre religion, votre origine ethnique ou quoi que ce soit. Donc en fait, n'importe qui va pouvoir y accéder. Et enfin, et c'est peut-être un des points les plus intéressants aussi, c'est l'aspect public. Tout simplement, la blockchain, c'est un registre de données qui est public, d'où l'importance de la traçabilité derrière, parce qu'en fait, n'importe qui peut avoir accès en fait, au registre d'une blockchain publique. Tout simplement, vous allez sur un bloc explorer sur Internet, c'est un peu l'équivalent d'un Google de la blockchain, et vous allez pouvoir avoir accès publiquement et gratuitement à l'ensemble des transactions, à l'ensemble des informations qui transitent sur une blockchain. C'est vraiment ces 5 éléments qui sont intéressants à prendre en considération et qui sont vraiment des éléments qui sont nouveaux dans la technologie du numérique et du web. Je vais rentrer un peu plus en détail sur la technologie qui est propre à Tezos, la blockchain sur laquelle moi je travaille. Et sur Tezos, effectivement, on a plusieurs entités, plusieurs rôles. Dans un premier temps, on a le rôle de user, tout simplement, c'est quelqu'un qui va, entre guillemets, consommer la blockchain et l'utiliser pour faire des transactions, pour échanger de la valeur, pour échanger des NFT, pour avoir accès à des plateformes de finance décentralisées. Et lui, tout simplement, il va utiliser un wallet, et ce wallet, ça va être un peu sa porte d'entrée, comme un portefeuille, tout simplement, pour avoir accès à des services ou pour avoir accès à un certain nombre de plateformes. J'en ai un petit peu parlé. Sur Tezos, les entités qui sécurisent la blockchain et qui sont rémunérées pour ça, ils s'appellent les bakers, les boulangers. C'est un petit peu la petite connotation française qui a voulu être gardée sur le socle de Tezos. Donc c'est les boulangers qui fabriquent et qui sécurisent les fameux blocs de la blockchain sur Tezos. On en a environ autour de 400 à l'heure actuelle dans le monde entier, à savoir qu'en France on a entre 25 et 30 qui sont des corporate bakers, donc qui sont des sociétés, des institutions. On a par exemple Ubisoft, on a Coinhouse, on a Société Générale, EDF, je vous en présenterai quelques-uns plus tard. Mais donc ça c'est assez intéressant de voir que maintenant des grosses entreprises et même des corporates se mettent à développer des initiatives sur la blockchain et notamment sur la blockchain Tezos. Et enfin, les nœuds, ils sont là pour vraiment archiver ce qui se passe sur la blockchain parce que effectivement, l'intérêt que ce soit décentralisé, c'est qu'on puisse avoir accès de façon distribuée à l'ensemble du registre. Et il faut qu'on ait du coup ces fameux nœuds, on en a autour de 10 000 sur Tezos, qui en fait archivent tout simplement l'ensemble des données qui vont être échangées. Par contre, ils ne vont pas valider la blockchain. Mais ça fait que sur n'importe quel ordinateur, en fait, je ne sais pas combien on est dans la salle, mais admettons, on doit être peut-être une centaine. En fait, il pourrait y avoir 100 nœuds Tezos et tout le monde peut archiver en fait ce qui se passe. Et l'intérêt de ça, c'est que si quelqu'un décide d'attaquer le réseau, en fait, vu que vous êtes 100, la surface d'attaque est tellement grande qu'il n'aura pas la capacité en fait, de pouvoir attaquer l'ensemble de ces ordinateurs. C'est un peu, voilà, c'est pour vous expliquer la notion de décentralisation, le fait que ce soit très compliqué de pouvoir censurer ou modifier une blockchain. Petite histoire de du coup, cette technologie blockchain, elle est arrivée par l'essor de Bitcoin en 2008, mais en fait c'est quelque chose qui date d'avant. Et en fait, Bitcoin, il a plus ou moins en fait recomposé le puzzle des technologies qui étaient avant lui. Et il est arrivé au bon moment. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est en tout premier lieu, il y a une personne qui s'appelle David Chaum, qui est un ingénieur-chercheur américain qui a développé une technologie qui s'appelait eCash. Et en fait, cette technologie eCash, elle permettait de pouvoir faire les premiers échanges de valeur
digitalisé et anonymisé. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, en fait, c'était vraiment très exploratoire parce qu'on n'avait pas du tout des réseaux Internet comme on a à l'heure actuelle. Donc, c'était vraiment plutôt un projet vraiment dédié à la R&D. Et ensuite, on a une autre personne, du coup, Adam Back, qui lui a déployé un premier système de cryptographique autour de ce qu'on appelle le proof of work, la preuve de travail, c'est ce qu'on appelle le minage dans Bitcoin. Et c'est ce qui permettait d'éviter le spam, en fait, sur ces réseaux décentralisés, parce que vu que c'était des réseaux décentralisés, il fallait trouver un moyen que les gens ne spamment pas le réseau. Et en fait, pour trouver le moyen de ne pas spammer le réseau, il fallait mettre en place ce qu'on appelle la preuve de travail. Du coup, il fallait qu'ils fournissent de l'énergie, fournissent du travail. Et en fait, il fallait qu'il y ait un coût pour qu'ils n'aient pas l'accès au spamming. Et c'est cette technologie-là qui a permis en fait, de mettre en place tout ce qui est autour du proof of work et du minage. Et enfin, on arrive en 98 avec Weidai et Bimoney qui, au final, rassemblent ces deux technologies-là pour déployer Bimoney. Le problème, c'est qu'en 98, pareil, Internet, c'est quand même pas encore, il n'y a pas un essor qui est grandissant et il n'y a pas encore de e-commerce. Et en fait, le Bitcoin, c'est plus ou moins un duplicata de Bimoney, sauf que lui, il est arrivé au bon moment pour deux raisons. Parce que 2008, on a quand même un essor du e-commerce dans le monde entier. On a de plus en plus d'échanges et de commerce électronique qui est fait. Et surtout, on a un autre phénomène qui arrive, c'est la crise financière des subprimes en 2008. Et il y a une certaine réticence des institutions financières à ce moment-là. Ce qui fait qu'un certain nombre de personnes s'intéressent à se dire dans quelle mesure en fait, la monnaie est gouvernée que par des États qui sont très centralisés. Comment faire pour avoir une certaine sécurité des échanges, mais aussi une certaine sécurité de la valeur qu'on puisse garder. Et du coup, Bitcoin, il agrège ces technologies-là et il sort au moment où effectivement il y avait vraiment une peur des institutions financières, parce qu'effectivement il y a des grosses institutions financières, Lehman Brothers, c'est un certain nombre de banques qui se sont écroulés à cette époque-là. Donc arrive Bitcoin en 2008, sauf que Bitcoin c'est vraiment la première génération de blockchain et Bitcoin il permet effectivement de faire de l'échange de valeur dans un temps qui est quand même assez long, mais c'est vraiment une nouvelle innovation parce qu'on a la capacité d'échanger de la valeur sans passer par qui que ce soit et sur un réseau qui est complètement décentralisé et pseudonymisé, où en fait on n'a pas besoin non plus aussi de déclarer qui on est. Mais pour toutes les applications qu'on a présentées tout à l'heure, échanger des tokens et de la valeur, c'est assez limité. On peut pas mettre en place en fait des systèmes ou des programmes ou des protocoles qui sont plus complexes. Et c'est là qu'arrive la technologie au travers de Ethereum en 2014-2015, avec ce qu'on appelle les blockchains de seconde génération, et qui ont été démocratisés par un ingénieur russe-canadien qui s'appelle Vitalik Buterin, et qui lui a développé du coup la technologie des smart contracts. C'est pour permettre en fait une certaine programmabilité et le fait de pouvoir concevoir en fait des petits programmes au sein de la blockchain qui s'appellent du coup les smart contracts et qui pour le coup les smart contracts, la dénomination n'est pas très juste parce qu'un smart contract n'est ni intelligent ni un contrat en termes légaux. Mais c'est la dénomination anglo-saxonne qui a été prise. Mais un smart contract tout simplement c'est un petit programme qui va en fait être déployé sur une blockchain et qui va permettre du coup d'avoir des applications qui sont beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus complexes que ce qu'on avait seulement avec le Bitcoin depuis 2008. Avec l'essor de cette technologie des smart contracts, on a eu une vague de nouveaux projets qui sont arrivés, des belles innovations. On a eu ce qu'on appelle l'ICO Mania. L'ICO, c'était, peut-être que vous avez entendu parler de ça, Initial Coin Offering. En fait, c'est comme une mise sur le marché de tokens. Dans le domaine classique, on appelle ça une IPO pour les entreprises, Initial Public Offer, mais sur les blockchains, on a appelé ça une ICO, Initial Coin Offering. Le problème, c'est qu'il y a eu un essor très très grandissant et très rapide de ça, ce qui a fait qu'il y a eu des dérives et il y a eu des projets qui ont levé des dizaines, des centaines, voire des milliards de dollars. Le plus gros projet, c'est EOS qui avait levé autour de 4 à 5 milliards de dollars en quelques mois avec cette ICO. Le problème, c'est qu'en fait, 90% des projets, ils étaient lancés sur des bouts de papier, des PDF. Enfin, il n'y avait pas grand-chose qui était construit, qui était vraiment développé. Et en fait, il y a très peu de projets qui ont levé lors d'ICO en 2016-2017 qui existent encore à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a peut-être 5-10% des projets environ qui sont encore existants et qui, pour le coup, avaient levé des milliards de dollars à cette époque-là. Et enfin, Tezos, le mainnet, c'est-à-dire vraiment le lancement public qui a été déployé en 2018, à savoir qu'il y avait déjà des réflexions au même moment qu'Ethereum, mais vraiment le lancement de Tezos c'est en 2018, qui permettait de pouvoir faire évoluer le protocole, mais je vais rentrer un peu plus en détail là-dessus après. Et après, voilà, depuis 2020, on a ce qu'on appelle les blockchains ou les layers de troisième génération. Les blockchains, elles ont une problématique, c'est qu'il faut qu'elles résolvent une équation qui est un peu complexe. Il faut qu'elles soient à la fois très sécurisées, à la fois très décentralisées et à la fois très scalables. Scalable, c'est-à-dire que effectivement, sur Bitcoin, on a
Pour exemple, on a un bloc tous les 10 minutes. Le bloc, il a une certaine time de storage et on ne peut pas implémenter toutes les transactions qu'on veut dedans. Donc il faut attendre le bloc d'après qui va arriver 10 minutes après. Et donc cette notion de scalabilité, c'est pouvoir permettre un taux de transaction beaucoup plus rapide et beaucoup plus élevé. Et du coup, il y a des nouvelles technologies au travers des layers 2 qui sont en fait des secondes couches de blockchain qui vont permettre de répondre à cette problématique de scalabilité et avoir des transactions par seconde plus élevées. Sur Tezos, on est autour de 120, 150 transactions par seconde, mais avec ces technologies de layer 2, on va pouvoir atteindre des 10 000, 100 000 transactions par seconde. Et ça, c'est assez intéressant parce que dans le cadre de... Il y a un enjeu assez fort dans la blockchain autour du gaming, autour de l'échange de valeurs décentralisées sur ce qu'on appelle les protocoles DeFi. Et il faut pouvoir être en capacité d'avoir un taux de transaction et un taux de transaction par seconde très élevé, ce qu'on n'est pas encore en capacité de faire à l'heure actuelle. Et notamment, il y a eu les sorossis que j'ai parlé tout à l'heure, des fameuses DAO, donc les organisations décentralisées. Ça, c'est un petit recap, voilà, où du coup, tout bonnement, Bitcoin, c'était voilà, un registre qui permettait d'enregistrer des transactions de façon décentralisée et qui permettait de résoudre un problème qu'on avait dans le digital, qui était un problème de double dépense. Comment en fait faire en sorte qu'un Bitcoin qui est échangé ici ne le soit pas là-bas. Et ça, c'est les technologies de clés cryptographiques qui permettent ça à l'heure actuelle, mais je ne vais pas rentrer dans ce domaine-là aujourd'hui. Il faudrait un peu plus de temps pour rentrer sur ces détails techniques. Dans un second temps, on a eu donc ce qu'on appelle les blockchains de seconde génération avec l'apparition des smart contracts et des fameuses dApps, des Decentralized Applications. Et les troisième génération, des Arbitrum, peut-être Polygon, c'est une blockchain qui est assez développée depuis quelques temps maintenant, et qui vont permettre d'avoir effectivement un taux de fréquence de transactions beaucoup plus élevé. Donc maintenant qu'on a parlé des blockchains en général, de la technologie blockchain, je vais faire un focus en fait sur Tezos, quelles sont les distinctions de Tezos, qu'est-ce qui fait la proposition de valeur de Tezos par rapport aux autres blockchains que l'on peut connaître. Alors, dans un premier temps, bon ça je vous l'ai déjà expliqué, mais Tezos c'est une blockchain publique, tout le monde peut interagir avec le protocole, tout le monde peut consulter ce qui se passe sur un block explorer. Un second temps, et ça j'en ai pas parlé, on a parlé un petit peu de la preuve de travail, tout ce qui est autour du minage et effectivement qui est très consommateur en énergie. Mais il y a d'autres typologies de consensus qui existent, et notamment le proof of stake, la preuve d'enjeu. Pour distinguer les deux, la preuve de travail, le minage en fait, ce qui se passe c'est que toutes les entités qui souhaitent miner, qui sont les mineurs en fait, on va les mettre en concurrence. Et elles vont devoir résoudre une équation mathématique à courbe elliptique qui est très complexe, et elles vont devoir le résoudre dans un laps de temps qui est le plus court possible. En fait, c'est une compétition concrètement. Et pour ce faire, les mineurs sont obligés en fait d'avoir toujours plus de matériel, toujours plus d'énergie, toujours plus d'efficience. Donc en fait, ils achètent des machines de plus en plus performantes qui, in fine, sont de plus en plus consommateurs en énergie. Vu que le Bitcoin, bon, à l'heure actuelle, il est à 20 000 $, mais il est monté jusqu'à 60-70 000 $ à un moment, et qu'il y avait en fait un échange de valeur et une capitalisation de marché qui était de plus en plus importante, il y a de plus en plus de personnes qui se sont mis à miner, et on a eu du coup une augmentation très importante de l'impact énergétique de Bitcoin. Ça, c'est tout ce qui est proof of work, donc le minage. Et le proof of stake, c'est un peu différent. Au lieu de mettre en compétition en fait toutes ces entités, tous ces mineurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, pour qu'ils ne puissent pas agir de façon malveillante avec le protocole, parce que c'est ça tout l'enjeu aussi, pour qu'ils ne puissent pas altérer ou modifier le protocole, il faut qu'on leur prenne quelque chose en enjeu. Donc ce qu'on va leur prendre en enjeu, c'est que pour être un baker, un validateur sur Tezos, il va falloir tout simplement mettre en enjeu des tokens. Sur Tezos, le token qui est utilisé, c'est le Tez. Et en l'occurrence, à l'heure actuelle, il faut avoir 6000 thèses pour pouvoir valider sur Tezos. 6000 thèses, je crois que le thèse est à 1,5 $ à l'heure actuelle, donc on va dire plus ou moins, grosso modo, 10 000 $. Et comme ça, si on agit de façon malveillante sur le réseau, on va être slashé, on va être pénalisé par le réseau, et c'est pour ça qu'on appelle ça de la preuve d'enjeu. Et la grosse distinction là-dedans, c'est que la preuve de travail, on met tout le monde en compétition et ça consomme énormément d'énergie, tandis que sur la preuve d'enjeu, en fait, on va effectuer un tirage au sort entre tous les détenteurs de thèses en l'occurrence qui souhaitent être validateurs. Et la différence entre mettre en concurrence plein de gens et effectuer un tirage au sort, c'est pas du tout la même chose en termes de consommation énergétique. Et ça fait un bon relais sur le point suivant, c'est que la conséquence de ça, c'est que la technologie blockchain de Tezos, elle est très peu consommatrice en énergie. Il y a une étude qui a été faite par un cabinet, en l'occurrence PwC fin 2021, qui stipulait que la consommation énergétique de Tezos dans le monde, c'était l'équivalent de 17 foyers européens, soit l'équivalent d'un immeuble, quand on compare certaines autres technos à plutôt des régions du monde ou des régions en France.
Et en l'occurrence, ça c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce que pour les grosses boîtes ou les corpos qui souhaitent déployer des projets, ils sont très intéressés par le faible impact de ces technologies-là. Et enfin, et peut-être le point le plus important et le plus différenciant de Tezos, c'est cette notion-là de gouvernance on-chain. C'est ce que je parlais au travers des DAO, mais surtout c'est un protocole blockchain qui est fait pour évoluer dans le temps. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que l'ensemble des protocoles, Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, je ne vais pas tous les citer, il y en a plein, ils n'ont pas été designés ou ils n'ont pas été développés ou créés pour pouvoir évoluer. Et ils rencontrent des grosses difficultés de mise à jour. Typiquement, on l'a pu le voir il n'y a pas très longtemps avec Ethereum qui a mis environ pratiquement 4 à 5 ans pour en fait passer du fameux proof of work, preuve de minage, à la preuve d'enjeu. Parce que ça n'avait pas été initialement déployé qu'on puisse mettre à jour ces réseaux-là. Sauf qu'en fait, une blockchain, elle va avoir des demandes qui vont être de plus en plus importantes. Il va y avoir des innovations qui vont être déployées dessus. Il va falloir aussi augmenter la sécurité. Donc, il est nécessaire que les blockchains puissent se mettre à jour. Et elles n'ont pas été créées comme ça. Elles ont été créées pour être vraiment le plus immutable possible et pour être un peu ancrées dans le marbre. Et ce qui a été décidé sur Tezos, justement, c'était de prendre les choses qui étaient intéressantes de Ethereum au travers d'une plateforme de smart contract qui permettait du coup de pouvoir déployer des applications décentralisées plus complexes que Bitcoin notamment, mais de pouvoir faire évoluer ce protocole. Et en l'occurrence, c'est quelque chose qu'on peut démontrer assez facilement parce que le protocole Tezos, depuis qu'il a été créé en 2018, il a déjà évolué 11 fois. La difficulté pour faire évoluer un protocole blockchain, c'est vu que c'est un réseau qui est décentralisé et qu'il n'y a aucun organe qui est là pour dire bah écoutez, on va tous là aujourd'hui maintenant vous mettez tous à jour ou sinon c'est mort. Ça on peut pas le faire, c'est impossible. Donc il faut qu'il y ait un certain consensus en fait entre les fameux nœuds, les validateurs, pour pouvoir déployer en fait une nouvelle mise à jour, une nouvelle feature. Et s'ils ne sont pas d'accord, et c'est ce qui est arrivé à plusieurs reprises sur Bitcoin ou sur Ethereum notamment, ils font ce qu'on appelle un hard fork. Un hard fork, c'est quoi? C'est une scission de la chaîne. Ce qui va se passer, c'est que, en fait, ça a été le cas pour Ethereum en 2016 notamment, il y a une certaine partie de la communauté qui a dit bah, nous, on n'est pas d'accord avec ce que vous êtes en train d'implémenter ou ce que vous êtes en train de faire. En l'occurrence, ils voulaient enfreindre l'immutabilité de la blockchain, ils voulaient revenir en arrière. Il y avait une erreur, il y avait eu une faille en fait, il y avait eu il y avait eu un hack de la blockchain, il y avait eu un hack sur un projet, il y avait eu plus de 70 millions de dollars qui avaient été volés et un certain nombre de personnes de la communauté souhaitaient dire bah, est-ce qu'on ne pourrait pas revenir au bloc d'avant et faire en sorte que le hack n'ait pas eu lieu. Sauf qu'en fait ça ne se passe pas comme ça parce qu'on perd tout l'aspect intéressant de la blockchain, à savoir sa traçabilité et le fait que ce soit immuable et qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Et du coup, certains n'étaient pas d'accord, donc ils ont fait ce qu'on appelle un hard fork, une scission de la chaîne, et du coup on a eu deux chaînes. Il y a une chaîne maintenant qui s'appelle Ethereum, que tout le monde connaît, et une chaîne qui s'appelle Ethereum classique, qui est en fait la chaîne native d'Ethereum, qui est celle qui n'a pas bougé. Certaines personnes sont restées sur cette chaîne-là, mais la plus utilisée c'est le Ethereum à l'heure actuelle. Et sur Tezos, on veut à tout prix éviter ça, parce que quand on avait dans les années 2015-2016 quelques dizaines de milliards de dollars qui étaient échangés, c'était un peu moins problématique, sauf qu'à l'heure actuelle, on a des applications qui sont déployées sur les blockchains qui sont beaucoup plus complexes et on a surtout des capitalisations qui sont beaucoup plus importantes. Et on a notamment ce qu'on appelle les stablecoins, on a la DeFi, on a les NFT. Et maintenant, il y a des réserves de valeur qui sont très importantes, ce qui fait que si on a une scission de la chaîne, en fait, un fameux hard fork, on va avoir deux assets qui vont être répartis à deux endroits sur deux blockchains. Et ça pose un certain nombre de problématiques parce que légalement, on ne sait pas qui détient le token, quelle est la valeur du token, est-ce que les deux tokens ont la même valeur, est-ce qu'il y en a un qui n'existe plus, et juridiquement pour l'instant il n'y a rien qui est clair là-dessus, donc on veut à tout prix éviter ça. Il faut qu'on arrive à avoir une certaine robustesse. Et grâce notamment à l'équipe de Nomadic Lab dont je fais partie, on est en charge du coup de faire ces fameux développements et ces fameux amendements qui permettent de faire évoluer la blockchain, et on va avoir un nouvel amendement en janvier 2023 qui va s'appeler Lima et qui va continuer en fait de développer les fameuses solutions de scalabilité dont je vous ai parlé tout à l'heure, de pouvoir un taux de transaction par seconde encore plus élevé sur Tezos. Et si je peux en regarder certaines qui sont un peu symptomatiques de Tezos, typiquement, pour faire évoluer le protocole, en fait, on va demander aux fameux bakers leur avis. C'est pour ça qu'on parle de gouvernance on-chain. Donc ils vont voter de façon on-chain, donc c'est quelque chose qui est public, et c'est pour ça qu'on appelle ça une gouvernance qui est démocratique. Et il faut atteindre une certaine majorité, en l'occurrence 80%. Si on atteint cette majorité, on va déployer une nouvelle innovation, on va déployer ces fameux amendements. Et si ça n'arrive pas, c'est déjà arrivé que ce soit le cas, qu'il y ait un amendement qui ne plaise pas à la communauté, et bien du coup on ne déploie pas. C'est la force de cet aspect démocratique. On ne va pas forcer le réseau à évoluer si les validateurs du réseau ne le souhaitent pas.
Et par exemple, voilà, initialement sur Tezos, il fallait avoir 10 000 thèses pour être un baker, un validateur. Ça a été modifié une première fois en 2019 et ça a été modifié encore une dernière fois en avril 2022, donc il n'y a pas très longtemps. On est passé de 8 000 à 6 000 pour permettre davantage de décentralisation et pour qu'on ait davantage de validateurs sur Tezos. Et depuis juin 2022, on déploie les fameuses technologies de roll-up. Je vais vous présenter un peu maintenant l'écosystème Tezos. En fait, il y a Nomadic Labs qui est basé en France, qui est une des grosses entités de recherche et développement, mais en fait, il y a plein d'autres entités qui gravitent dans le monde. Il y a un peu plus d'une quinzaine de filiales ou de sociétés qui sont affiliées à la fondation Tezos, qui elle est basée en Suisse. Et donc, on travaille de pair avec ces équipes-là et on collabore sur le développement de Tezos. Mais pour ça que Tezos a une vision un peu franco-française, mais c'est quand même au final un écosystème qui est assez bien territorialisé dans l'ensemble des régions du monde. À savoir que j'ai appris hier qu'il y allait avoir un Tezos South Africa qui se déployait. Donc il y a de plus en plus d'entités qui souhaitent se mettre en place au travers du monde. Et on dépend du coup d'une fondation, donc c'est un peu spécifique, mais on dépend d'une fondation qui est non-profit. Et qui a levé un certain nombre de fonds. En fait, je vous ai parlé de l'ICO Mania, les fameuses levées de fonds qu'il y avait au cours de 2016-2017. Eh bien, Tezos fait partie d'entre elles et une des rares, pour le coup, à être restée et avoir une adoption assez intéressante. Et à l'époque, ils avaient levé autour de 230... ils souhaitaient lever 10 millions de dollars, vu qu'il y avait cette ICO Mania et toute cette euphorie. Ils ont levé au final 232 millions de dollars à cette époque-là, en Bitcoin et en Ether. Et en fait, la fondation, son rôle, c'est de gérer ces fonds-là. Et comment elle gère ces fonds-là? Elle subventionne la R&D, Nomadic Labs notamment, les filiales qui gravitent dans le monde entier. Elle subventionne des projets qui souhaitent se déployer sur Tezos. Et elle investit dans des projets aussi. Et du coup, voilà, elle a dépensé, voilà, je vous ai mis les chiffres de 2021. On était sur un essor très impressionnant de Tezos. Il y a eu beaucoup de dépenses qui ont été déployées à ce moment-là. Donc c'est une non-profit, elle est basée en Suisse, elle est auditée. Et son rôle, voilà, c'est de pouvoir faire bénéficier et de gérer l'adoption de Tezos dans le monde entier. Et enfin, plus en détail, Nomadic Lab, donc les chiffres ne sont pas tout à fait exacts. Maintenant, on est plus autour de 90-100. La moitié, ce sont des équipes de R&D, donc des chercheurs, beaucoup issus de l'INRIA, qui travaillent même encore à l'INRIA. On a pas mal de thésards aussi, qui font leur thèse à Nomadic Lab et qui travaillent notamment sur les technologies blockchain et les consensus. Et la mission du coup de Nomadic Lab, c'est donc de maintenir les évolutions et l'implémentation du protocole blockchain Tezos. C'est pas la seule, il y a d'autres entités, mais c'est la plus grosse. Et enfin, moi je travaille au sein d'une équipe qui est un peu spécifique à Nomadic Labs. On a une équipe de R&D qui est autour d'une cinquantaine de personnes, et on a une équipe d'une douzaine, de 11 personnes même en l'occurrence, qui est séparée entre des ingénieurs blockchain et des gens qui font plutôt l'aspect business sales sur Tezos et qui sont là pour favoriser l'implémentation de projets sur Tezos. Et son rôle, c'est typiquement de faire des formations, d'apporter du support technique, de créer des outils open source à destination de la communauté, d'analyser des projets qui souhaitent être subventionnés par la fondation Tezos. Voilà, il y a des enjeux de lobbying et effectivement de promouvoir la technologie et de présenter la technologie comme je le fais aujourd'hui d'ailleurs. C'est intéressant de voir effectivement maintenant comment Nomadic Lab travaille et quelle est la stratégie pour faire adopter ce protocole-là. En l'occurrence, on veut vraiment être les advisors sur la technologie Tezos, mais on n'est pas un cabinet de conseil, on n'est pas un cabinet d'intégration, on n'est pas une boîte de dev, on est vraiment un laboratoire de R&D, mais qui travaille aussi pour l'adoption du protocole. Et par contre, on fait en sorte de former en fait plein de partenaires qui sont ce qu'on appelle là dans ce cas-là les builders, qui vont être en fait en capacité de pouvoir délivrer des projets sur Tezos sans avoir besoin de nous. Donc on les forme, mais après ils sont autonomes. Et autour de ça, on a aussi tout ce qu'on appelle donc les advisors, qui vont être les cabinets juridiques, les cabinets de conseil, des fonds d'investissement avec lesquels on co-investit. Et l'objectif de 2023, c'est maintenant de pouvoir déployer même des modules d'incubation au travers de startup accélérateurs, d'incubateurs, pour qu'ils mettent en place la technologie blockchain au sein de leur projet, en l'occurrence Tezos. Et tout cet écosystème-là, il est là pour répondre en fait aux besoins de l'industrie. Les gros sujets industriels qu'on a sur Tezos à l'heure actuelle, c'est essentiellement beaucoup art, culture, dans le luxe, dans le gaming,
Et il y a quand même pas mal de sujets effectivement autour de la finance ou de l'assurance qui sont un peu plus classiques. Mais c'est la stratégie qui a été mise en place pour pouvoir répandre une adoption de façon organique. Et enfin, pourquoi je suis arrivé ici aujourd'hui, c'était un peu pour vous donner la timeline et qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver jusqu'ici. C'est qu'initialement, on s'est rencontré avec François, du coup, a priori, c'était au printemps, en mars, et on a échangé en fait sur la technologie de Tezos et la blockchain. Et ce qui est intéressant, c'est qu'assez rapidement, en fait, il a pu accompagner un groupe de 3 étudiants qui ont voulu développer une plateforme de NFT sur Tezos, qu'on a formé d'ailleurs, parce qu'on fait des sessions de formation technique tous les mois à Tezos qui sont gratuites. Donc, et en fait, c'est ce qu'on va mettre en place avec vous par la suite, pour ceux qui le souhaitent. Et le but, in fine, c'est qu'on ne voulait pas s'arrêter seulement à cette étape-là. On voulait faire en sorte qu'au lieu qu'on ait seulement qu'un groupe de 3 étudiants, on puisse permettre à d'autres étudiants qui pourraient être intéressés par cette technologie-là, blockchain et de smart contract, à pouvoir être en capacité d'être formés sur cette techno-là. Donc on s'est dit, écoute, on va essayer de voir comment on peut lancer un module de formation. Et du coup, initialement, la première brique, c'était ma venue ici, de vous présenter un peu ce que c'était Tezos, comment on travaillait, à quoi servait la blockchain et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec. Et je vous présenterai des cas d'usage business ensuite pour vous montrer un peu les typologies de projets sur lesquels on travaille. Et le but, c'est qu'on va vous mettre à disposition une plateforme qui s'appelle Open Tezos. Est-ce que je peux y accéder? Je pense que oui. Donc, pour ceux qui le souhaitent, et je pense que d'ailleurs François, il faudra que je t'ai partagé un tuto pour que les gens puissent s'inscrire dessus de façon simple, que tu pourras effectivement transmettre aux élèves. Il faudrait peut-être que je la partage. Et en fait, ça, c'est une plateforme qui est utilisée par un certain nombre de boîtes et d'intégrateurs qu'on a mis en place et qui permet tout simplement de vous former sur Tezos, donc vous former sur les bases de connaissances fonctionnelles de ce que c'est la blockchain, comment ça fonctionne. Donc c'est assez didactique, il y a des vidéos, il y a des exercices, c'est assez pédagogique. Et le but, c'est que pour ceux que ça intéresse, vous puissiez vous former, vous puissiez monter en compétences là-dessus. Et à partir du coup, je crois que c'est à partir de fin novembre. Ouais, le 24, je vais repasser. Hop. À partir du 24 novembre, en fait, on va mettre en place des modules de formation avec un de nos formateurs qui s'appelle Mathias Siron. Et à savoir, Mathias Siron, en fait, c'est la personne qui est en charge, qui est le mentor de France AOI. France AOI, si vous ne savez pas ce que c'est les Olympiades les Olympiades de l'informatique. Et c'est lui qui est en fait le responsable des Olympiades informatiques en France et qui est un peu le mentor. Et à savoir qu'il a accompagné notamment il y a une quinzaine d'années en fait un des fondateurs de Tezos qui s'appelle Arthur Bretman, qui lui avait gagné une médaille d'argent, je crois que c'était en 2005 ou en 2006, quelque chose comme ça. Et donc c'est quelqu'un qui est très très à jour sur les technologies blockchain et sur les consensus algorithmiques. Et du coup il va y avoir des sessions de modules de formation où le premier ça va être sur comment on design comment on déploie un smart contract. Le second, ça va être comment on repère les failles, parce que savoir qu'un smart contract, vu que la blockchain est immuable et qu'on ne peut pas revenir en arrière, il faut vraiment pouvoir savoir comment on fixe les bugs et vraiment, avant de le déployer en mainnet, être bien sûr qu'on a bien évalué tous les risques qu'il pouvait avoir quand on le déploie. Et ensuite, vous allez travailler aussi sur une troisième session qui va être sur l'optimisation des smart contracts. Parce que quand on déploie un smart contract, on va devoir payer des frais de gaz, donc on va devoir payer tout simplement, on va devoir payer pour utiliser la blockchain et pour la sécuriser. Mais il y a des technologies et il y a des moyens qui permettent d'optimiser nos smart contracts pour qu'ils soient à la fois plus fonctionnels, mais aussi qu'ils soient moins coûteux à déployer. Et par la suite, potentiellement, le but, c'est que s'il y a un certain nombre d'étudiants qui sont intéressés par ça, qu'ils puissent lancer leur propre projet ou leur propre concept, que nous, on puisse les accompagner sur du mentoring et sur du support technique, potentiellement qu'on puisse les incuber. Et aussi, il y a des enjeux de recrutement. S'il y a des personnes qui sont intéressées par Tezos, par Nomadic Labs ou les technologies blockchain, en l'occurrence, nous, il y a des postes qui sont ouverts et voilà, on intègre que ce soit des personnes en stage, en alternance ou en CDI au sein de Nomadic Labs. La plateforme, en fait, je vais vous les présenter. Donc, je ne vais pas rester trop là-dessus. Et là, voilà, je vais vous présenter quelques cas d'usage qu'on a sur Tezos et avec quel type de société on travaille sur Tezos. En l'occurrence, plus des sujets, donc dans un premier temps, qui sont liés à la finance. On travaille donc avec la Banque de France depuis 2020 en collaboration avec la Société Générale pour tout ce qui est ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale.
CBDC en anglais. Donc il y a un fort enjeu de la Banque de France, de la BCE, pour effectivement émettre une monnaie numérique, une monnaie digitale. Comment dire, ils sont un peu en retard, on va dire. On travaille avec eux sur des sujets exploratoires, mais en fait des stablecoins, ce qu'on appelle du coup des jetons qui sont en relation directe avec la valeur de l'euro ou du dollar, c'est des choses qui sont lancées depuis maintenant au moins 3 à 4 ans, mais par des sociétés qui sont privées. Et là, ils pensent que le fameux euro numérique qui émanerait d'une banque centrale, l'euro digital, il serait lancé autour de 2026. Donc il faut voir que 2026, dans le monde de la blockchain, c'est comme dans 30 ans dans le monde classique. Donc ils accumulent un retard qui est un peu étrange. Et on travaille vraiment avec eux sur des aspects exploratoires et sur des aspects d'expérimentation. Mais voilà, la Banque de France, ils avancent doucement mais sûrement. Après, c'est une institution publique, ils n'ont pas la même flexibilité et la même vélocité que certaines boîtes privées. Du coup, ça fait un bon passage pour mon second point, qui est effectivement, lui, un stablecoin euro, lui, qui émane en fait d'une boîte qui est bien connue, qui est en fait le groupe Casino, donc un groupe de grandes distrib, mais qui s'est intéressé à la techno-blockchain pour pouvoir implémenter des points de fidélité, mais de façon un peu nouvelle. Et en utilisant la technologie blockchain, en fait, ils vont permettre de rewarder d'une différente manière et engager leurs clients d'une différente manière. Depuis, ils ont un peu fait un virage stratégique où ce qu'ils veulent être, c'est un stablecoin, comme il y a des très gros stablecoins, Tether, Circle, qui sont des stablecoins avec des market cap très élevés, plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et pour le coup, lui, c'est un peu le stablecoin français euro qui essaie de faire un petit peu son trou, mais il commence à travailler avec des gros protocoles, des protocoles de finance décentralisée, des protocoles NFT. Ils sont lancés sur CoinHouse, sur ce qu'on appelle des brokers ou des exchanges crypto. Et enfin, il y a un autre sujet qui est pas mal traité sur Tezos, c'est ce qu'on appelle la tokenisation d'actifs, tout simplement. C'est le fait de digitaliser un actif qui est nativement digital ou non, et de l'incrémenter sur une blockchain. C'est ça, concrètement, la tokenisation. Là, c'est un cas intéressant qui a été fait par une boîte américaine qui s'appelle Elevated Return, qui a voulu tokeniser en fait un parc immobilier. En l'occurrence, c'était en Thaïlande parce que la juridiction là-bas est beaucoup plus souple sur la tokenisation d'actifs dans la blockchain. Ce qui n'est pas le cas en France. En fait, on ne pourrait pas faire ce type de projet en France, même en Europe, parce que ce ne serait pas légal. On n'est pas en capacité de pouvoir tokeniser des actifs immobiliers en France. À l'heure actuelle, c'est interdit. Mais eux, ils l'ont fait de façon assez importante parce qu'ils ont quand même tokenisé autour d'un parc immobilier autour de 1 milliard de dollars. Et ce qui était intéressant, c'est que ça a apporté beaucoup de liquidité, une facilité d'échange sur un marché qui n'est pas très liquide en l'occurrence, qui est le marché immobilier, parce que échanger des assets immobiliers, c'est pas aussi simple que échanger des actions, des futurs, des options. Et ça permettait en fait d'avoir un carnet d'hôtes comme vous allez avoir sur un exchange ou comme vous allez avoir sur une plateforme de trading pour pouvoir échanger des actifs, mais des actifs qui derrière le sous-jacent c'est bien de l'immobilier et c'est bien au final des mètres carrés que vous échangez. Et sur la tokenisation, on travaille aussi avec Société Générale et plus précisément ça a une de ses filiales qui est focus sur les assets digitaux qui s'appelle Forge, qui est maintenant une équipe d'environ 30 personnes qui sont très à la pointe. Même, je pense que c'est peut-être la filiale d'une institution financière classique, d'une banque type Société Générale, BNP, qui est la plus compétente à l'heure actuelle dans le monde sur ces sujets-là. Elle l'est peut-être même trop parce qu'en fait, eux, ils ont tokenisé des actifs, des produits financiers structurés. Mais à l'heure actuelle, en fait, ils sont en capacité d'échanger presque avec peu de banques parce qu'ils sont tellement en avance sur la techno et sur le développement qu'en fait, ils les échangent à l'heure actuelle qu'avec des fondations blockchain ou avec certaines banques, mais il y en a encore très peu qui le font. Il y a BNP qui s'est lancé il y a quelques mois maintenant là-dessus, mais ça reste encore vraiment très nouveau, mais c'est quand même des cas d'usage qui sont intéressants. Et enfin, le cas d'usage le plus déployé maintenant sur Tezos, c'est tout ce qui est autour de la technologie des NFT, au travers de l'art, dans le ticketing, dans la musique, pour représenter en fait une preuve de propriété notamment. Et ça a eu un essor assez grandissant durant l'année 2022-2021. On peut dire qu'il y a eu une vraie bulle parce qu'on est passé, je crois les chiffres, c'est de l'équivalent de 2021 90 millions de dollars d'échangés sur les NFT. 2021, on était autour de 25 milliards. Donc on a eu je ne sais pas combien ça fait 2 fois, mais un essor énorme sur la technologie NFT et une vraie bulle, on peut le dire tout simplement, qu'il y a eu sur cette technologie-là, mais qui reste
le sous-jacent de cette technologie de NFT, de preuve de propriété dans le domaine de la musique, dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'art, c'est hyper intéressant parce que les artistes ou les créateurs vont être en capacité en fait de pouvoir échanger de la valeur ou échanger des œuvres beaucoup plus facilement que dans le monde classique où en fait il y a plein de biais, il y a plein d'intermédiaires qui leur prennent aussi des cuts, qui vont leur prendre en fait qui vont se rémunérer au travers de leur travail. Et ce qui est intéressant, c'est que ces plateformes blockchain et les plateformes NFT vont pouvoir mettre en fait tout simplement le consommateur et celui qui est le créateur en lien direct sans intermédiaire. En l'occurrence juste la plateforme, mais la plateforme en fait elle va prendre un fee qui est très minime par rapport à tous les intermédiaires qu'on pourra avoir. Tout simplement si demain je vais aller acheter une œuvre d'art d'un artiste digital ou d'un peintre, en fait lui il va peut-être exposer son œuvre dans une galerie, la galerie elle va le prendre un cut, enfin voilà, c'est pour en fait pouvoir éliminer les intermédiaires pour pouvoir mieux rémunérer les artistes. Je vous donne un exemple, mais il y en a plein d'autres. Et en l'occurrence, on travaille avec Red Bull Racing notamment, dont on est partenaire. Il y a un sponsoring avec l'équipe de Racing de Red Bull. Et eux, ils travaillent sur déployer l'expérience fan sur Tezos. Pour être tout à fait transparent avec vous, ils n'ont pas fait tant de choses sur Tezos à l'heure actuelle. Je ne peux pas dire qu'on est hyper ravis de la relation avec Red Bull Racing, mais ils s'emploient quand même à démocratiser de plus en plus d'usages, notamment au travers du ticketing ou pour donner ce qu'on appelle des proof of attendance, donc en fait des passes qui permettent de dire ah tu étais là à tel événement, donc tu vas pouvoir bénéficier de telle expérience. Donc ils travaillent beaucoup sur ces sujets d'expérience de fans. On a un autre exemple pareil qui veut engager les fans grâce au Web3 et les hommes et les femmes grâce au Web3, qui est une équipe d'e-sport, Vitality, qui est a priori une des plus grosses en France et même en Europe. Et eux, pour le coup, ça va beaucoup plus loin. Ils ont vraiment dédié une équipe exprès pour implémenter ce projet-là qui s'appelle Hive, qui est d'ailleurs qui est actif, qui existe à l'heure actuelle. Si vous allez sur Internet, vous tapez Hive Vitality. Et là, c'est toute une plateforme qui va permettre en fait à leurs fans d'avoir accès à des nouvelles expériences. Typiquement, ils vont pouvoir faire des compétitions, ils vont pouvoir jouer directement avec leurs joueurs pro et les gens dont ils sont fans. Ils vont pouvoir avoir des accès à des événements spécifiques. Et il y a tout en fait un cadre qui est intéressant parce que même les détenteurs en fait des tokens ou des NFT de Vitality, ils vont pouvoir aussi avoir un droit de gouvernance et un pouvoir dans la gouvernance du projet Vitality. Ils vont pouvoir du coup indiquer quels joueurs ou quelles préférences ils vont avoir pour certains événements. Ou voilà, ils vont pouvoir en fait guider et avoir vraiment un pouvoir et un poids dans la communauté de Vitality. On reste encore un peu sur le sport ou l'e-sport. Manchester United, pareil, c'est un peu dans la même typologie que Vitality, mais c'est pas encore sorti. Ça va sortir courant novembre, je pense, 2022, pardon. Et eux, voilà, c'est pareil, engager des fans. Ils sont très intéressés, eux, sur la partie ticketing NFT parce qu'ils se rendent compte que le second marché, en fait, il y a beaucoup de tickets qui sont échangés sur des plateformes où en fait ils n'ont pas de déjà ils n'ont pas de vue, il n'y a pas de transparence dessus, et en fait ils prennent pas du tout aussi de fees ou ils prennent pas du tout de récompenses quand il y a des tickets qui sont échangés sur le second marché. Alors que ça, c'est typiquement un cas d'usage que permet les plateformes NFT, où on est en capacité durant toute la vie, durant tous les échanges d'un asset, d'un NFT, en fait, de bénéficier d'un royalties. Et ça, c'est très intéressant pour les plateformes qui vendent des tickets, c'est intéressant pour les artistes, c'est intéressant parce que, en fait, durant toute la vie de ce token, de cet asset, on va pouvoir quand même prendre une part, certes, une petite part, mais avoir quand même des récompenses quand il y a des échanges. Et typiquement pour des billetteries ou pour des événements où il y a un second marché qui est très important, dans le domaine du sport, le second marché, dans le foot et dans le rugby, ça représente entre 15 à 20% des tickets. Donc en fait, c'est quand même une grosse perte pour eux qui ne puissent pas bénéficier des échanges qui sont faits sur ces 15-20%, et de ne pas avoir... Il y a autre chose aussi, c'est tout ce qui est autour des contrefaçons. Il y a des billets qui sont contrefaits et il y a des faux billets qui sont vendus. Il y a un très bon exemple qui est assez récent, c'est la dernière finale de la Champions League qui a eu lieu au Stade de France en juin dernier. Un autre projet, mais là du coup c'est plus dans l'univers du luxe, mais qui est assez intéressant. C'est du coup la maison Guerlain, qui est une maison qui fait partie du groupe LVMH. Et eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'était vraiment durant l'essor des NFT. Et ils se sont dit, effectivement, la technologie blockchain et NFT, c'est intéressant, mais comment on pourrait l'utiliser pour avoir un impact dans le monde réel et que ça puisse qu'on puisse lever des fonds, certes, de façon un peu plus facile et de façon innovante, mais en l'utilisant dans un projet qui va avoir un impact dans le monde réel.
Et du coup, ils ont déployé une collection de NFT qui s'appelle les CryptoBees. Vous pouvez y jeter un coup d'œil, voilà, qui sont des abeilles, en fait, tout simplement. Il y en a, je crois, 1828, c'est la date de création de la maison Garlin. Et le but, c'était qu'en finançant en fait l'œuvre qui était des abeilles qui sont tous uniques et qui représentent en fait une parcelle qui va être subventionnée par le projet. Le projet, je ne sais plus exactement combien il avait levé, mais autour de plusieurs centaines de milliers d'euros. Et le but, c'était que cette levée de fonds, elle puisse bénéficier à une œuvre caritative. Et en l'occurrence, c'était une collaboration avec Good Planet Foundation, qui est un organisme dont Yann Arthus Bertrand, qui est un grand photographe, qui collabore avec ce projet-là. Et le but, c'était de pouvoir réensauvager en fait une zone qui est dans le sud-ouest de Paris, de 40 hectares, et en fait de faire de la permaculture, de redéployer des nouveaux moyens de culture et d'agriculture nouveaux et qui soient le plus respectueux de l'environnement. Et c'est grâce à ces fonds-là notamment qui étaient utilisés qu'ils vont pouvoir financer ce projet. Ça ne va pas financer à 100% le projet certes, mais ce qui est intéressant, c'est de voir à l'approche de dire la technologie effectivement des NFT et de la blockchain, elle permet au final de lever des fonds, mais elle permet de lever des fonds pour des projets aussi à impact. On a un autre projet qui s'appelle Fine Life Card, qui est un projet qui a débuté il n'y a pas très longtemps, courant d'été 2022, qui lui est un peu un Sorare-like. Sorare, c'est un jeu de fantasy game, c'est un équivalent de Panini, mais dans le domaine de la blockchain, qui permet d'échanger des joueurs, mais qui sont en fait des NFT, des assets sur blockchain. Et ça, c'est le même sujet, sauf que c'est dans le domaine du rugby, mais la grosse différence là-dedans, ce que je vous disais sur le fait qu'avec les NFT, on est en capacité de pouvoir récompenser différentes entités. Sur Sorare, quand il y a un échange qui est fait, en fait, la plateforme se rémunère à 70%, elle rémunère les clubs, mais elle ne rémunère pas les joueurs qui sont échangés. Sur FunLive, le but c'est que en fait, les joueurs, les clubs et la plateforme sont récompensés. Donc en fait, même les joueurs, quand il y a des échanges qui se font, ou quand il y a des opérations qui sont réalisées avec les joueurs, ça leur permet aussi à eux de toucher un revenu qui reste à l'heure actuelle des revenus faibles, hein, bien entendu. C'est pas des gros business pour l'instant. On a aussi un projet qui s'appelle Dogami, qui est un peu un équivalent de Nintendogs 3.0. Voilà, c'est plus dans l'univers du gaming, qu'ils appellent eux-mêmes le Pétaverse, comme vous avez peut-être dû entendre parler du Métaverse, qui est un jeu qui a réussi à rassembler une grosse communauté. Je crois que maintenant, sur les réseaux Discord notamment, il doit y avoir plus de 150 000 personnes qui suivent ce projet-là, qui a levé environ 8 millions d'euros à la date et qui vont préparer une nouvelle levée prochainement, et qui ont une grosse équipe et qui ont réussi à implémenter les premières, les premières incentives de jeux et de blockchain dans le cadre de Dogami. On reste toujours dans le domaine du jeu. Ubisoft, qui est un gros éditeur français donc de jeux vidéo, qui est bien connu pour un certain nombre d'entre eux, ils ont déployé une plateforme qui s'appelait Quartz fin de 2021, pardon. Qui était une plateforme de NFT qui permettait d'échanger des skins et des assets qu'on pouvait avoir dans un jeu vidéo qui était en l'occurrence Ghost Recon. Ils avaient tout fait pour que ce soit bien chiadé, qu'ils n'aient pas de problème avec leur communauté, etc. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Et ils se sont rendus compte que, en étant un éditeur de jeux vidéo, pour eux, c'était important d'avoir ce réflexe d'être le plus à la pointe, le plus innovant possible. Et en fait, ils se sont fait assez critiqués par leur communauté, parce que la communauté n'a pas forcément bien compris, la communauté des gamers et de leurs fans n'a pas bien compris en fait l'apport que pouvait apporter cette technologie-là et ces assets, alors qu'ils avaient vraiment essayé de protéger la plateforme. Pour vous donner un exemple, pour pouvoir accéder à la plateforme et pour pouvoir acheter en fait des skins du jeu, il fallait être joueur du jeu et il fallait avoir fait un certain nombre d'heures du jeu, un KYC, en fait, être vraiment référencé comme joueur Ubisoft, alors qu'il y a plein de plateformes qui sont ouvertes où on ne va pas vous demander combien d'heures de jeu vous avez fait. En fait, ils voulaient à tout prix éviter ce qu'on appelle les spéculateurs, tout simplement, donc des gens qui flippent, c'est-à-dire qu'ils achètent un NFT pour le revendre plus cher. Et ça, ils n'en voulaient pas et c'est ce dont ils avaient peur. Et même malgré ça, en essayant d'être le plus restreint possible et d'administrer cette plateforme à leurs fans, ils ont eu un retour qui était assez mitigé. Donc au début 2022, ils étaient un peu en stand-by sur qu'est-ce qu'on va faire avec ces technologies blockchain. Et là, ils se relancent beaucoup parce qu'en fait, ils ont 3 à 4 jeux qui seraient en lancement sur la blockchain, avec des jeux qui sont existants, certains, où ils vont en fait apporter une brique blockchain, et d'autres jeux qui ne sont pas encore existants, mais qui vont être construits from scratch avec des technologies blockchain. Et j'ai un dernier petit point, je vois qu'il est 57 minutes, je suis plutôt dans le timing, donc j'ai encore 2 minutes.
Et un dernier point, du coup, ce qu'on appelle les corporate bakers, c'est ces fameux validateurs, ces fameux bakers, mais qui sont en fait des entreprises. Et nous, on a une stratégie d'adoption assez poussée là-dessus en France. On se rend compte qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui sont intéressées par ça pour mettre les mains dans le cambouis, j'ai envie de dire, et pour pouvoir déployer leurs projets. Bon, je viens de parler d'Ubisoft, donc je ne vais pas forcément revenir dessus. Eux, ce qui était intéressant, c'est qu'à la base, ils voulaient travailler sur une autre technologie qui s'appelle Polygon. Mais ils se sont dit, on va quand même essayer Tezos et on va regarder au final comment fonctionne Tezos. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déployer un nœud validateur, un fameux Baker chez nous, et du coup on va pouvoir commencer à, entre guillemets, à s'amuser avec, à déployer nos premiers smart contracts et à utiliser cette techno-là. Et c'est grâce à ça en fait qu'ils se sont dit, en fait notre plateforme Quartz, on va plus la mettre sur Polygon, on va la mettre sur Tezos. C'est un exemple parmi tant d'autres. Exaion, c'est une filiale d'EDF qui fait du cloud computing, mais qui s'intéressent beaucoup aux technologies de blockchain et qui eux maintenant sont prestataires de services et qui déploient même des nœuds, des bakers pour d'autres entreprises. Donc c'est même devenu un business pour eux. À savoir que sur Tezos, le baking, le fait de valider et de sécuriser les transactions, c'est rémunéré, et c'est rémunéré à hauteur de 6-7% en fait. Il y a une inflation qu'on a sur Tezos à chaque bloc en fait qui est validé. Wacom, c'est une insurtech qui déploie un nœud sur Tezos. Blockchain Group, c'est une grosse entité de conseils et d'intégrateurs qui sont spécialisés sur les technologies blockchain. CoinHouse, c'est un broker, c'est l'équivalent d'un exchange en fait. Donc c'est intéressant pour eux parce qu'ils arrivent ils font de la custody, c'est-à-dire qu'ils gardent les crypto-assets de leurs clients. Et du coup, en gardant les crypto-assets de leurs clients, ils ont tout intérêt à les faire travailler. Et du coup en fait à avoir un nœud validateur notamment sur Tezos, mais ils ont des nœuds validateurs sur d'autres blockchains que Tezos notamment. Et enfin, dernier organisme, Alira, c'est une école qui est spécialisée dans l'accompagnement et dans le développement de la blockchain et qui forme en fait des ingénieurs, des développeurs sur la blockchain et qui forme aussi des consultants. Et voilà, 1 heure tout pile, j'ai été dans le timing. Je vous remercie en tout cas. Peut-être si certains ont des questions, je suis ouvert aux questions. Je ne sais pas si c'était assez... Ouais, je passe. Merci Cédric. Oui, donc merci pour la présentation. J'avais une question sur stablecoin, parce que du coup vous avez parlé plusieurs fois de ça et je ne connais pas en fait, donc j'aimerais savoir. Là, c'est bon, ouais. Un stablecoin, en fait, c'est, comme je vous disais, la tokenisation, c'est le fait de représenter un asset, un actif sur une blockchain. Un stablecoin, en fait, on va tokeniser l'euro, on va tokeniser le dollar. Donc, en fait, c'est une représentation sous forme d'un cryptoactif du dollar, de l'euro. Mais à l'heure actuelle, la plupart de ces stablecoins, ils émanent d'entités et d'entreprises privées. Sauf qu'il y a quelque chose qui s'appelle la souveraineté monétaire qui fait que normalement, l'entité qui frappe la monnaie, en fait, c'est censé être l'État. Donc il y a des gros enjeux de gouvernance là-dessus, où effectivement, comment des entreprises privées, elles peuvent elles-mêmes émettre leur monnaie sur une blockchain, et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle, et il y en a certaines qui ont des capitalisations de marché très importantes, la plus grosse étant Tether, qui doit être autour de peut-être 90, entre 60 et 80 milliards de dollars. Donc en fait, entre guillemets, tout simplement pour l'État américain et pour les US, c'est entre guillemets un manque à gagner parce qu'il y a une valeur sous forme de dollars qui s'échange sur des plateformes sur lesquelles ils n'ont pas du tout la main. Donc ça les effraie. Et peut-être si je peux rebondir là-dessus, il y a un autre point, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a même un euro stablecoin qui s'appelle l'Euroc, qui est déployé par une boîte qui est américaine, qui s'appelle Circle, en collaboration avec une boîte qui est en Angleterre, qui eux n'utilisent pas l'euro et ne sont plus dans l'Union européenne. Donc il y a des enjeux de gouvernance et de souveraineté intéressantes où en fait ils arrivent à développer un euro, un stablecoin euro, mais qui émane pas du tout d'un pays qui est français et surtout pas en plus d'une entité ou d'une institution européenne. Moi, ma question, c'est en gros, vous avez parlé de Baker. Et qu'est-ce qui arrêterait une entreprise qui a beaucoup d'argent d'acheter plein de Tezos et puis après une question avant ça, c'est est-ce que si on a plein de Tezos, la probabilité qu'on puisse
produire le prochain bloc, il augmente. Donc Oui. si ça c'est le cas, qu'est-ce qui arrête une entreprise d'acheter plein de Tezos et après contrôler les blocs qui sont émis et donc de trafiquer les transactions? C'est une très bonne question. Pour répondre à ta première, effectivement, vu qu'on est en preuve d'enjeu, quelqu'un qui a plus de thèses, forcément, il a plus de risques parce qu'il met plus d'enjeux en fait. Donc, je vais donner un exemple très simple. On a parlé de Ubisoft, par exemple. Non, c'est pas un bon exemple. Alira, typiquement, qui est plus derrière moi, mais Alira, qui est une école qui aide les gens à développer sur la blockchain. Eux, ils ont un nœud validateur, mais ils ont le plus petit possible. Ils ont un nœud validateur avec 6000 thèses. Donc, c'est un tout petit baker. Eux, ils vont valider une transaction peut-être toutes les 2 semaines. C'est un exemple. Par contre, il y a d'autres nœuds qui sont beaucoup plus gros, typiquement un Binance, un Coinbase, qui eux détiennent en fait les assets de leurs propres clients et qui eux vont peut-être avoir 10 millions de thèses, 15 millions de thèses. Et donc eux, ils prennent beaucoup plus de risques à sécuriser la blockchain parce qu'ils ont beaucoup plus à perdre. Donc, il faut les rémunérer en conséquence. Et donc eux vont avoir beaucoup plus de slots et vont avoir beaucoup plus de blocs à valider effectivement. Et du coup, effectivement, on pourrait se dire, mais du coup, si j'achète 500 millions de thèses, en fait, je peux corrompre toute la blockchain. Sauf qu'à l'heure actuelle, c'est impossible d'acheter 500 millions de thèses. Il y a 800 millions de thèses qui sont sur le marché, enfin, qui sont émis, pardon, pas qui sont sur le marché. Mais en fait, les thèses qui sont mises sur le marché, c'est une partie infime, c'est peut-être 10% qui sont sur le marché parce que ces thèses-là, soit ils sont détenus par des gens sur leur wallet, soit ils sont détenus par certains, un petit peu la fondation Tezos, soit par des exchanges. Donc en fait, il y a une décentralisation des thèses, vraiment en termes de tokens, qui fait que demain, si même une entreprise avait les moyens, elle ne pourrait pas arriver et dire bah, moi, je veux trouver un endroit où je peux acheter 200 millions de thèses. En fait, elle ne les trouvera pas. Et j'ai une autre question. Du coup, j'avais vu un reportage comme quoi il y a beaucoup de transactions sur le marché noir qui se passent à travers les blockchains, par exemple le Bitcoin. Et j'aimerais bien savoir, parce que vous avez dit qu'il y avait la traçabilité, on pouvait tout voir. Comment du coup les gens qui vendent des armes, tout ça, ils font pour pas être tracés? Bah, c'est une idée reçue en fait. Effectivement, le Bitcoin fait un peu peur dans son aspect décentralisé, la blockchain aussi. Sauf qu'en fait, c'est peut-être un des systèmes de registre financier qui est le plus public. Ce que je dis au début, hein, c'est public. Donc là, à l'heure actuelle, vous pouvez regarder toutes les transactions qui se passent sur Tezos, sur Bitcoin, gratuitement, sans avoir besoin d'autorisation. Par contre, les informations qui sont échangées, elles sont pseudonymes. C'est des adresses en fait. Il ne va pas y avoir écrit Cédric, il ne va pas y avoir écrit François, échange telle valeur. Et heureusement d'ailleurs. Par contre, donc en fait sur Bitcoin c'est très traçable et la plupart des gens qui ont échangé de façon malveillante sur Bitcoin se sont fait choper très rapidement parce que c'est peut-être un des trucs les plus faciles qu'arrivent à faire maintenant les bureaux d'intelligence, même la gendarmerie nationale, ils sont très formés maintenant pour suivre ce qui se passe sur les blockchains. Par contre, il y a eu des technologies blockchain qui ne permettaient pas d'apporter du pseudonyme mais vraiment de l'anonyme où là effectivement on avait des transactions, on ne savait pas quand elles étaient faites, par qui. Et on n'avait pas d'adresse. Et c'est notamment les protocoles, il y en a 2 qui sont très connus, Zcash et Monero, qui apportaient beaucoup d'anonymat. Et effectivement, il y avait eu une grosse plateforme qui à l'époque, je sais plus, ça devait être entre 2010 et 2013, qui s'appelait Silk Road, qui était clairement une marketplace, marché noir, on y vendait tout ce que vous voulez, vraiment tout ce que vous voulez. Et qui elle utilisait en fait en l'occurrence très peu Bitcoin parce que effectivement les transactions étaient très traçables. Par contre, elle utilisait beaucoup ces 2 tokens là, Monero et Zcash, qui malheureusement ont eu du coup une très mauvaise presse derrière parce que leur utilisation était grandement utilisée par ces plateformes là, mais qui derrière technologiquement c'est une prouesse technologique d'arriver à pouvoir échanger de la valeur de façon aussi anonyme. Ok, merci. Qui d'autre? Ah, là-haut. François considère que je n'ai pas assez fait sport, donc du coup, c'est à moi qui confie ça. Bonjour, merci pour votre présentation. Donc vous nous avez présenté Tezos comme étant une blockchain, mais est-ce que vous prévoyez de faire des choses pour que le protocole soit duplicable et créer d'autres blockchains avec le même protocole? Est-ce que vous prévoyez des trucs dans cette idée-là? Alors, on n'en prévoit pas, mais il y en a plein qui le font pour nous. Parce que en fait, la technologie blockchain, c'est vrai que c'est un élément, une caractéristique que j'ai pas donnée, mais les technologies blockchain publiques, elles sont toutes open source. Ouais. C'est une des caractéristiques primaires des blockchains. Donc en fait, n'importe qui, j'ai parlé de fork, n'importe qui à l'heure actuelle peut réutiliser le code source de Tezos et le déployer en faisant des sidechains ou en faisant des chaînes parallèles. Donc c'est tout à fait possible. Nous, on n'a pas trop d'intérêt à le faire parce qu'on préfère que ce soit Tezos qui soit
adopté et utilisé, mais à l'heure actuelle, n'importe qui pourrait le faire. À savoir que le code qui est utilisé sur Tezos, le code du Core Protocol, c'est un code qui a été développé par l'INRIA et qui est développé en OCaml. Donc OCaml, c'est pas un langage de programmation qui est très très utilisé dans le monde entier à l'heure actuelle, même très peu, ce qui fait que la possibilité existe, et pourquoi pas, mais on n'a pas le souhait, on n'a pas la volonté de le faire, mais à tout moment, n'importe qui connaît très bien OCaml pourrait être en capacité de la dupliquer. Et c'est arrivé une fois, hein, c'est arrivé une fois. Ok, merci. Quelqu'un d'autre? Ah, ouais. Alors juste, pardon, je répète la question pour l'enregistrement. Quelle est l'infra-info qu'il faut pour faire tourner une blockchain Tezos? Ouais, il y a plusieurs typologies d'infra, effectivement. On peut les faire tourner sur une machine classique, sur un PC, on peut les faire tourner sur une machine virtuelle. Vu qu'on n'est pas sur du minage, on n'a pas besoin du coup d'avoir des ressources énergétiques ou des ressources computationnelles très importantes, ce qu'on appelle des rigs de minage qui sont en fait des gros data centers. On peut tout simplement faire tourner un nœud validateur sur Tezos, un Baker, sur un ordinateur. Par contre, en fait, la difficulté, c'est juste d'avoir 6000 thèses à l'heure actuelle. Il faut juste en fait s'approvisionner en thèse. Et après le mettre en place. Moi c'est pas mon rôle, mais on a une personne qui est chargée d'apporter du support, que tu connais, qui s'appelle Daniel en l'occurrence un petit peu, qui elle est là en fait pour aider les fameux bakers à déployer leur infrastructure. Et il faut 500 gigas, 8 gigas de RAM et 6000 thèses et un réseau Wi-Fi 24/24, enfin un réseau internet qui coupe pas. Et au-delà de ça, il n'y a pas besoin de grand chose de plus. Donc ce qu'on a à Polytech. Donc ce que vous avez à Polytech. On va s'arranger. On peut trouver. On va s'arranger. D'autres questions? Ouais. Bonjour et merci pour la présentation. Je me posais la question, comment vous rendez la blockchain scalable factuellement? Est-ce que tu pourrais préciser ta question? C'est-à-dire comment vous vendez la blockchain scalable? Par quelle technologie? Actuellement avec les utilisations, si on augmente énormément l'utilisation d'un coup, comment vous assurez le fonctionnement de la blockchain sans problème ou sans latence? Ok, en fait on a pris un peu un temps d'avance sur Tezos. En l'occurrence, c'est une chaîne qui est pas mal adoptée, qui est pas mal utilisée, mais à l'heure actuelle, les blocs sont pas tous remplis, en fait, sont pas congestionnés sur Tezos. En l'occurrence, sur Ethereum, ça a été beaucoup le cas. Du coup, il y a eu des gas fees et des frais de transaction qui étaient très importants pour minter un NFT. Pour créer un NFT sur Ethereum à un certain temps, il y a quelques mois, il fallait dépenser $200 par exemple. Pourquoi? Parce qu'il y avait une congestion, et c'est ce que tu dis, c'est que la rendre scalable c'est bien mignon, mais il faut trouver les moyens de le faire. Et nous, on déploie ce qu'on appelle, j'en ai un petit peu parlé, les technologies de Layer 2, qui vont être les technologies qui vont permettre de processer seulement les opérations, mais pas de timestamper, pas de certifier en fait une opération. Et en fait, on va entre guillemets concaténer les transactions pour pouvoir être en capacité d'en délivrer beaucoup plus. Et là, on est sur 120, 150 transactions par seconde, mais on pourra en avoir plusieurs milliers, dizaines de milliers dans le futur, grâce à ces technologies de Layer 2 qu'on appelle les roll-up notamment. Voilà. Ok, merci. D'autres questions? Non, c'est bon, je suis chaud là. Tu vois. Ah, d'accord, t'as une question. Une question sur le développement durable. Alors on est dans une école d'ingénieurs où il y a cette problématique où on essaie de l'analyser correctement. Est-ce que tu aurais un comparatif de consommation d'énergie qu'aurait une blockchain par rapport à un système similaire, genre Visa, voilà, un truc qui fasse que tu as une comparaison et des ordres de grandeur de... Alors c'est une question un peu compliquée, c'est pas forcément des données vraiment très précises, mais... Non, honnêtement, je ne pourrais pas te répondre parce que mes données seraient fausses et je ne veux pas dire de bêtises parce que il faut aussi... Bitcoin est très décrié, sauf qu'au final, il faut aussi comparer parfois ce qui est comparable. Et en fait, entre un réseau Bitcoin et un réseau Visa, c'est complètement différent. Donc il faut vraiment aller plus en détail. Il y a des études assez poussées qui sont faites et d'autres qui sont poussées mais qui regardent qu'un scope très restreint. Donc il faut comparer ce qui est comparable, donc j'aurais pas d'éléments à te fournir bien précis là-dessus. On peut écouter, parfois on dit effectivement le Bitcoin il consomme l'équivalent de, je sais pas, l'Irlande, le Groenland, ou le Groenland ce serait pas grand-chose. Mais admettons l'Irlande, sauf que bon, c'est un sujet important sur les blockchains, mais à l'heure actuelle il y a quand même très peu de personnes qui se demandent quand ils vont sur Google, tous les data centers de Google, combien ils consomment. Donc c'est un truc qui, je trouve, a été vraiment un peu énormément mis en avant sur les blockchains et les technologies blockchain, sauf que
pour effectivement utiliser Bitcoin et pour que ce soit de plus en plus sécurisé, il faut qu'on ait le proof of work. Et voilà, Bitcoin, je pense pas que ça va être la blockchain il va être utilisé pour une réserve de valeur, pour de l'échange de valeur, mais pour déployer des applications et pour déployer des choses qui sont plus complexes, ça va pas être utilisé, je pense. Alors, je te rejoins sur le côté que Bitcoin, du coup, c'était, comme tu dis, ça avait été fait en 2008, donc proposé en 2008, implémenté en 2009. Donc, du coup, pour justement proposer un système de cash machine, d'échange à ce niveau-là. Et par contre, si tu veux, on n'avait pas prévu cet ajustement sur l'algorithme de consensus, il y aurait tellement de monde et il y aurait cette spéculation autour. Donc c'est pour ça que les nouvelles générations d'algorithmes, tu as entièrement raison, des postes, ainsi de suite, ont fait un travail sur le côté énergivore, sur le côté consommation d'énergie, en travaillant différemment. Il y a différentes catégories d'algorithmes de consensus qui ont vu le jour. Donc ça, je plus sois sur ton point là-dessus, tout en disant quand même que, voilà, environnemental, Bitcoin, on aimerait bien que ça s'arrête, ça réglerait quelques problèmes là aujourd'hui. J'étais au Green 90 Day et voilà, on est en train de chercher des solutions pour être moins énergivore. Il faut aussi qu'on avance sur ce côté-là dans ce milieu-là. Mon point, et comme ça tu répondras aux deux en même temps, c'est on vient de passer 1h30 ensemble, quelque chose comme ça. Tu n'aurais pas des petites annonces ou des petits trucs qui ne sont pas encore connus du grand public vis-à-vis de tes sauces à nous raconter? Tu pourrais nous dévoiler un petit secret? J'en profite. Alors, pour rebondir déjà sur le premier sujet, il y a quelque chose aussi qui est intéressant sur Bitcoin. Je ne suis pas forcément un pro Bitcoin, c'est juste je suis intéressé moi aussi par la technologie, mais qu'il faut savoir. Pour pouvoir miner du Bitcoin, tout simplement, il faut avoir de l'électricité. Et pour que ce soit rentable, il faut avoir l'électricité la moins chère du marché. Et l'électricité qui est la moins chère du marché, en fait, c'est celle qui n'est pas utilisée, c'est celle qui va être perdue. Donc on se rend compte que beaucoup, en fait, la plupart des mineurs, pour avoir l'électricité qui est la plus à bas coût, soit c'est l'électricité qui va être perdue généralement, qui est générée par des centrales qui sont hydroélectriques, qui tournent 24/24 et qui pour le coup la nuit, avoir de l'énergie, ça ne sert pas à grand monde quand tout le monde dort. Je caricature, mais c'est un peu ça. Et pour autant, l'énergie aussi qui est la moins chère, c'est souvent cette typologie d'énergie. Pour l'instant, on n'est pas à 100% d'énergie renouvelable sur le Bitcoin. Je ne sais pas exactement quels sont les chiffres, mais voilà, l'avantage, c'est qu'il y a vraiment un focus. Pour les mineurs, il faut qu'ils aient l'énergie la moins chère. Et l'énergie la moins chère, en fait, c'est celle qui ne va, in fine, ne jamais être consommée. Voilà. On peut l'imaginer. Mais la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne dépense pas. C'est vrai. Mais effectivement, après, il y a des centrales qui consomment 24 heures. Et du coup, pour rebondir sur ta dernière réflexion, effectivement, vu qu'on a un protocole qui évolue, là, on va encore continuer à travailler sur les technologies de Layer 2, et à savoir sur les technologies de Layer 2 de scalabilité. En fait, sur un écosystème comme Ethereum, elles sont très centralisées. Et elles ne sont pas du tout open sourcées pour le coup. Arbitrum, j'en ai parlé rapidement, Polygon, ça c'est une sidechain, mais elles sont très centralisées, il faut utiliser leur token et la techno n'est pas du tout open sourcée. Nous sur Tezos, ce qu'on veut faire, c'est open sourcer de la technologie de Layer 2. Donc en fait, n'importe qui, pour le coup, il faudra avoir 10 000 thèses pour pouvoir déployer un Eurolob sur Tezos, mais pourra le déployer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va mettre en place... Merci. Et dans le même temps, on s'est rendu compte aussi que les technologies, le développement de smart contracts, il est facilité par l'apprentissage de nouveaux langages de programmation. Solidity sur Ethereum notamment, ou sur ce qu'on appelle les EVM, Ethereum machine compatible, et sur Tezos c'est d'autres langages, et il y a encore d'autres langages pour d'autres blockchains. Et en fait on s'est rendu compte que les utilisateurs, les programmeurs qui dev sur des langages Web3, à l'heure actuelle c'est peut-être 1% des devs, et je pense que je force un peu quand je dis 1%. Et ce qu'on veut faire, c'est que maintenant on va déployer des compilateurs qui vont permettre d'utiliser des langages de programmation qui ne sont pas des langages de programmation Web3 natifs, Solidity, Archetype, bref, des langages de Tezos, mais des langages classiques, du JavaScript, du C++, du Rust. Et en fait, c'est comme ça qu'on va pouvoir faciliter l'adoption aussi de la techno Tezos et l'adoption des technologies des Layer 2 et l'adoption de nouveaux projets. Et ça, c'est assez intéressant pour les corporates et les grosses boîtes aussi, parce qu'en fait, ils ne veulent pas forcément former ou se spécialiser sur ces langages de smart contracts qui sont très spécifiques. Et du coup, ils veulent faciliter en fait l'onboarding de leurs équipes sur ces langages-là. Donc voilà un peu pour les sujets qui vont être déployés sur l'année 2023 sur Tezos. Je voudrais juste intervenir.
Alors, moi, je suis convaincu de Tezos, voilà, et de tout ce que ça peut apporter, mais je suis quand même un peu en désaccord avec ce que tu as dit sur l'énergie, donc je souhaite y revenir. Voilà. Donc déjà, si on regarde donc quelques chiffres, je parle donc du minage, hein, je parle du Bitcoin. Il y a des calculs qui montrent que la consommation, c'est l'ordre de 70 TWh chaque année. Donc un terawatt, c'est 1 milliard de kilowatts. Donc ça correspond effectivement à l'ordre de grandeur de quelques pays. Mais ces chiffres sont plus ou moins contestés, donc, parce que c'est pas simple à mesurer. Donc on va dire que c'est entre 30 et 70. C'est quand même pas négligeable. Voilà, donc ça c'est des points qu'il faut avoir en tête, parce qu'il y a quand même en France une loi sur le numérique, sur la sobriété numérique. Donc il y a plein de décrets. Vous avez entendu aujourd'hui, bon, enfin tous les discours qu'il y a des politiques sur l'énergie. Sur le numérique en Europe et partout, ça va mettre des contraintes. Sous-entendu, évidemment, il ne s'agit pas de freiner l'innovation et la créativité, mais par contre, il est normal que les acteurs, quand ils exécutent une tâche, un service donné, à la fin, il y a un bilan énergétique. Voilà. Donc ça va se faire petit à petit, et on ne peut pas reprocher aux acteurs sur ce sujet, surtout qu'il y a un progrès par construction sur la façon de faire les vérifications, donc les preuves. Hein. Ça, c'est très intéressant. Donc, en plus, on raconte, il y a beaucoup de bêtises. Donc c'est pour ça que je vous incite à venir à ma conférence mercredi à 9h45 dans cet amphi. Je vais vous citer une grosse bêtise. Le calculateur le plus performant en Europe, il est en Finlande, l'UMI. 500 pétaflops. Bien. Il est défini, alors c'est des processeurs AMD, peu importe, comme étant un des plus verts au monde. Et quand on lit les articles, il est vert parce qu'il est à côté d'un barrage. Voilà. D'une centrale hydroélectrique, et donc il est vert puisqu'ils prennent l'énergie là. C'est comme si ici on prenait le calculateur et on le mettait à côté du barrage de Tignes dans les Alpes. Voilà, donc je veux dire, il faut quand même faire attention à ce qu'on raconte sur l'énergie, parce que c'est jamais simple, hein, ces questions-là. Et pour montrer les calculateurs jusqu'où ça va, le plus performant au monde, c'est aux États-Unis Frontier, donc c'est du HP, il fait 1 hexaflop. Mais dans le privé, par exemple, Total est très en avance sur le calcul dans le privé. Mais si vous regardez maintenant ce qui arrive, si on regarde Facebook, qui a investi des milliards, peut-être à perte, sur le métavers, on verra bien, le calculateur qu'ils mettent au point, 1 hexaflop, 20 mégawatts. Donc dans une pièce, enfin dans une... Ouais, parce que c'est pas très gros les calculateurs maintenant. 20 mégawatts. Et le plus fou, l'exemple qui date qui est un exemple récent, c'est Tesla, qui non seulement fait beaucoup de choses, mais en plus maintenant, ils font des puces et des calculateurs. Donc Dojo, leur nouveau calculateur, 1 hexaflop, ils ont tout repensé de A à Z, y compris les puces. Le problème, quand ils l'ont mis en route à Palo Alto, ça a fait disjoncter la ville. Voilà. Donc, si vous avez entendu ce qui s'est passé un petit peu dans les municipalités qui ont fermé des piscines et autres, à un moment donné, la société, c'est normal, il y a des débats entre la science, la technologie et la société. Voilà, donc c'est des éléments importants à considérer. Voilà, donc ça c'était juste pour dire ces éléments vont devenir de plus en plus importants. Alors il faut rester optimiste, et donc j'avais une question à te poser pour conclure, s'il n'y en a pas d'autres. C'est voilà, ici il y a 4 filières, on va dire des filières informatiques, les filières microélectronique, automatique, robotique, plus les filières par apprentissage, donc DO avec Arnaud Casteldor, et système embarqué avec Eric. Voilà. Donc il y a des profils très... Voilà. Là, vous avez démarré en 2018, vous embauchez, est-ce que vous allez continuer à embaucher? Quel profil vous recherchez entre, je veux dire, les compétences qui sont représentées ici? Lui, c'est le bon. Non, c'est bon, c'est bon. Il marche. Alors oui, on recrute. Il y a aussi un contexte de marché qui fait que le marché à l'heure actuelle dans les cryptoactifs est plus ou moins baissier ou stabilisé. C'est cyclique, hein. Donc d'une certaine manière ça assainit pas mal le marché. Nous on voit des projets qui sont plus matures, donc c'est quand même pas mal d'avoir des projets qui sont un peu plus matures et moins opportunistes qu'on pouvait avoir plus durant 2020-2021. Donc là il y a les gros projets qui sont en construction, ce qui fait qu'on stabilise, on est plus en phase honnêtement de stabilisation des équipes. Par contre on est toujours à la recherche effectivement de personnes, soit de personnes juniors, soit de personnes en alternance ou de stagiaires. Donc je pense que c'est plutôt, si on regarde là à l'instant T, enfin ou rapidement, ce sera, on est quoi, en octobre, ce sera plus pour potentiellement janvier, il peut y avoir des ouvertures de postes. Côté R&D, pas énormément, mais plutôt côté support ingénieur blockchain.
donc moi c'est l'équipe avec laquelle je travaille, qui elle est là pour accompagner en fait les projets, les corporates, les startups, les entrepreneurs pour en fait développer leurs projets sur Tezos. Ils vont aller faire de la revue de code, ils vont déployer des outils open source. Voilà, donc on est tout à fait effectivement preneur de profils dans ce cadre-là. Et une question aussi qui peut intéresser l'audience, c'est vous avez démarré en 2018, vous êtes 70, et dedans la moitié, j'ai vu, il y a des docteurs. Donc, quel est pour vous, je veux dire, par rapport à peut-être certains ou certains qui se posent la question de continuer en thèse, dans ces domaines-là, avec un état de l'art qui va très vite, la différence pour vous entre les ingénieurs et les docteurs, du moins au recrutement? Honnêtement, je pourrais difficilement y répondre parce que je recrute pas de docteur ni d'ingénieur moi-même directement. Ouais, pour le coup, je pourrais pas trop y répondre. Il y en a beaucoup, hein. Ah oui, là, mais c'est parce qu'effectivement, on a besoin d'avoir, vu que c'est un protocole blockchain qui évolue, on a besoin d'avoir des compétences et des ressources techniques qui sont très très haut niveau et qui travaillent sur ces problématiques en termes vraiment poussés. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ces profils-là. La plupart sont issus d'écoles ou d'écoles d'ingénieurs françaises ou d'universités françaises, pas tous, mais je pense les 80% des effectifs. Mais donc ouais, je pourrais difficilement répondre à la distinction entre les deux profils. Tout que moi-même, je ne sais pas forcément quels sont les docteurs et quels sont les ingénieurs au sein même des équipes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Eh bien, on va remercier... Alors il me semble du coup 24 novembre, 1er décembre et 8 décembre, il y aura 3 sessions du coup qui seront déployées. Si vous ne suivez pas la première, vous pouvez suivre la seconde. Si vous ne suivez pas la seconde, vous pouvez suivre la troisième, etc. Il va pas y avoir, enfin c'est bien de pouvoir suivre les 3, mais elles ne vont pas être directement corrélées. Donc on peut quand même suivre l'une après l'autre ou en suivre qu'une. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand on va vous donner les accès à la plateforme. C'est intéressant, vous allez avoir a priori du coup un mois, si je dis pas de bêtises, un mois, ouais, 24 novembre, un mois et demi même. C'est intéressant d'y faire un tour pour mieux comprendre comment fonctionne Tezos, pour apprivoiser un peu les technologies de smart contract, pour arriver en fait avec un tout petit peu de bagage technique quand vous allez faire le premier module, parce que sinon vous allez être un petit peu perdu et ça va perdre de son sens. Donc je vous invite à utiliser la plateforme, à vous connecter, à jeter un coup d'œil. Voilà, il y a des petits exercices, des petits modules. Ça va pas vous prendre un temps fou et ça va au moins vous permettre de savoir si c'est quelque chose qui vous intéresse ou non, et potentiellement du coup vous pourrez venir à ces sessions-là. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Voilà. Alors, on vous remercie.